Alors, bonjour, bienvenue au balado Vers l'avenir, le balado du CNJ. Alors, aujourd'hui, nous avons Maxime qui m'accompagne. Oh mon Dieu, j'ai de la misère à parler. Maxime Dallaire qui nous accompagne pour le CNJ et nous avons Maître Marc Bichaille. Est-ce que je prononce bien le nom? Oui, parfaitement. Oui. Alors, Maître Bichaille, vous êtes avocat au Centre québécois de l'environnement. Je pense que j'ai bien dit. C'est le Centre québécois du droit de l'environnement. Il manque un mot. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. En fait, rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire un peu c'est quoi, là, brièvement, le CQDM, le CQDE? Oui, avec plaisir. Le Centre québécois du droit de l'environnement, le CQDE, c'est un organisme créé par des juristes il y a presque 35 ans maintenant. Et c'est le seul organisme de bienfaisance à offrir une expertise indépendante en matière de droit de l'environnement au Québec. C'est super intéressant comme organisme. Moi, je le connais depuis quelques années, puis je me suis toujours posé la question, pourquoi défendre l'environnement? Tu sais, pourquoi est-ce qu'il faut s'attarder à l'environnement, puis aux différentes thématiques qu'il regroupe, comme la gestion de l'eau ou la gestion de la biodiversité? Pourquoi s'intéresser au droit de l'environnement? En fait, l'environnement ne se défend pas seul et a besoin d'aide. Donc, ça prend des personnes impliquées, mobilisées pour vraiment venir le protéger. Parce que sinon, si on ne fait pas attention et on continue avec cette vision qu'il y en a à l'infini, à prendre et à déposer nos déchets là-dedans, mais on va se retrouver avec des situations encore pires que celles qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est important, évidemment, de tout faire ce qu'on peut pour que les générations futures aussi puissent bénéficier d'une planète comme celle avec laquelle nous avons grandi. Oui, c'est ça. Donc, par exemple, si on prend un enjeu environnemental, par exemple, la rainette Faugrillon sur la rive sud de Montréal, où son habitat est en danger depuis plusieurs années, clairement, la rainette Faugrillon ne peut pas aller devant les tribunaux pour défendre son environnement. C'est quoi une rainette? C'est une petite grenouille très vocale où son habitat, justement, est à risque des développements immobiliers sur la rive sud. Je ne sais pas si c'est une cause que vous travaillez dessus depuis quelques années. Oui, je connais très, très bien la cause de la rainette Faugrillon. En fait, le cas de Longueuil en 2021, un des plus récents, c'est vraiment une situation qu'on ne veut pas reproduire, qu'on ne veut pas voir à l'avenir. La rainette, la plus petite et la plus menacée des grenouilles au Québec, vraiment, on constate que depuis à peu près les dernières décennies, il y a 90% de son habitat, donc là où on la trouve, qui a disparu. Et vraiment, l'étalement urbain, l'agriculture aussi, ce sont des causes de premier plan de sa disparition. Donc, on a toujours l'impression, mais si on veut juste construire un tout petit peu ici, c'est pas la fin du monde, il y en aura ailleurs, mais à force d'avoir cette vision-là sur le long terme, bien, finalement, on se retrouve avec vraiment une situation critique. Et c'est ce qu'on a vu, justement, qui nous a amené à un moment donné, à aller vraiment devant les tribunaux en urgence parce qu'on constatait qu'il y avait des travaux qui étaient déjà en cours, donc urgents, plus. Et il fallait, selon nous, vraiment intervenir rapidement. Oui, donc c'est vous qui avez, on va dire, démarré le processus pour faire cesser les travaux. C'est vous qui avez sonné l'alarme? Alors, le Centre québécois du droit de l'environnement et un autre organisme, SNAP Québec, donc Société pour la nature et les parcs, ont été, avec une citoyenne aussi, les trois ensemble devant le tribunal pour demander une injonction pour faire stopper temporairement les travaux pendant qu'on est en instance devant les tribunaux pour justement vérifier si ces travaux-là sont légaux ou non, s'ils peuvent continuer ou non. Comment déterminer en fait que c'est une urgence immédiate, là? Comment vous faites pour... J'imagine que c'est pas non plus la grenouille qui vient cogner à votre porte, là. Est-ce que vous faites affaire avec des experts? Comment en fait comment vous faites pour déterminer que c'est une urgence d'agir immédiatement? La toute première chose qui nous avait alerté dans ce dossier-là à l'époque, c'était un article dans le journal. Donc, on l'a appris comme tout le monde dans le public, là, qu'il y avait vraiment une situation inquiétante, pas juste parce qu'il y avait des travaux à proximité, mais vraiment parce qu'il y avait quelque chose qui nous semblait
carrément illégales. Et ça, c'était pas clair, est-ce que c'était légal ou non. Pour nous, c'était illégal parce que c'était un endroit spécifiquement très sensible pour cette espèce-là. C'était dans ce qu'on appelle l'habitat essentiel d'une métapopulation. Donc là, il fallait que moi, comme avocat, qui n'a pas vraiment de connaissances en biologie, que je me renseigne beaucoup rapidement sur comment fonctionne cette grenouille-là, son écologie, tout ça. Et il y avait des travaux vraiment qui étaient déjà en cours. Donc, c'est même pas un projet qui arrivait dans un an, puis là, il fallait s'activer. C'était déjà en train d'avoir lieu. Donc, on a dû agir très, très rapidement. C'était beaucoup de travail en peu de temps, mais finalement, on est bien content que ça a fonctionné. Donc, on a obtenu une décision du tribunal qui a ordonné l'arrêt des travaux temporairement. Ensuite, on a continué à faire des démarches pour qu'il y ait un décret qui soit adopté par le fédéral qui est venu finalement rendre illégal clairement les travaux. Donc, maintenant, on est vraiment plus en mode où à la fois la municipalité et la province et le fédéral sont en principe en train de travailler ensemble pour vraiment des solutions là, pour la rainette à cet endroit-là. Donc, super bonne nouvelle pour la petite grenouille de la Rive-Sud. C'est ce qu'on espère. Donc, ce que j'en comprends, c'est que vous comptez beaucoup sur la collaboration de plusieurs professionnels pour faire cheminer vos dossiers. Donc, ça a commencé avec les journalistes, un article dans la presse qui nous révèle une problématique environnementale. Après ça, des biologistes, des environnementalistes qui sont sur le terrain. J'imagine des organismes à but non lucratif aussi qui observent ça de près. Donc, si aujourd'hui vous supportez des causes, c'est grâce à plein de professionnels autour de vous. Tout à fait. En fait, c'est la force d'un réseau parce que seul, on n'y arrive pas. Et c'est autant vrai pour nous qui faisons ce travail quotidiennement que pour les citoyens qui veulent faire quelque chose, ne savent pas trop par où commencer. C'est vraiment de s'organiser, de se parler, de trouver d'autres personnes dans d'autres milieux et de s'informer aussi. Et c'est là où nous aussi, le CQDE, on peut jouer un rôle pour informer les gens. D'ailleurs, c'est vraiment un des axes principaux de notre mission. Il y en a 3, je dirais. Donc, le premier, c'est faire respecter, comme on en parle maintenant, les lois qui sont en vigueur, notamment par des recours devant les tribunaux. Mais c'est aussi, quand les lois ne sont pas assez fortes, vraiment, quand ce premier mode d'action devant les tribunaux n'est pas suffisant, c'est de travailler pour que le cadre législatif et réglementaire lui-même soit modifié pour qu'il soit plus fort. Donc, par exemple, on demande une meilleure protection pour les espèces menacées comme la rainette. Oui. On demande aussi que le public et que nous puissions participer aux décisions importantes de façon vraiment significative. Et finalement, le troisième axe, c'est ce que je vous dis, c'est de constamment s'assurer que la population a accès à l'information, comprenne le droit, puisse savoir ce qui se passe sur le terrain pour que les citoyennes et les citoyens puissent eux-mêmes devenir des acteurs de changement. Oui, puis souvent, c'est des causes qui sont complexes. Tu sais, pour la rainette, là, déjà, pour plusieurs personnes, ça ne dit rien, une rainette, mais après ça... Absolument pas. Mais tu sais, après ça, pourquoi sauver une petite grenouille? Donc, de votre côté, moi, je suis une résidente de la Rive-Sud, donc j'ai suivi ça beaucoup dans les nouvelles. Moi, ça m'a permis de bien comprendre pourquoi chaque espèce avait sa place dans l'environnement. Donc, si ça n'avait pas été fait de votre côté, je ne sais pas si les gens auraient bien compris pourquoi s'intéresser à cette cause-là. Donc, nécessairement, ça fonctionne de votre côté, là. Tout à fait. Et souvent, on parle beaucoup, par exemple, dans les médias ou dans un balado d'une espèce en particulier. Oui. Mais de notre côté, on voit ça vraiment comme un levier qu'on peut aussi activer pour protéger l'environnement. Parce que l'habitat de la rainette faugrillon, c'est aussi l'habitat de plein d'autres espèces. C'est vrai pour la rainette, c'est vrai pour le caribou, c'est vrai pour toutes sortes de plantes aussi et d'animaux qui sont sur des listes. Mais oui, c'est intéressant, c'est important de protéger cette espèce-là, mais c'est aussi important de protéger les écosystèmes sur lesquels elle dépend. Est-ce que vous vous intéressez à d'autres sujets autres que la biodiversité? Parce que là, on a parlé de rainette, de caribou, mais est-ce que vous vous intéressez à d'autres thématiques environnementales? À peu près toutes. Ah oui? Quasiment. Parce que c'est grand, l'environnement. Je veux dire, il y a plein de sous-thématiques, là, la gestion de l'eau, l'énergie, les matières résiduelles, ça fait des gros dossiers. Absolument. Et oui, on joue sur tous ces fronts quasiment tout le temps. Donc, c'est sûr que c'est énormément de travail. Et l'environnement, c'est très vaste. Le droit de l'environnement, tout autant. Et c'est très complexe aussi. Les lois, les règlements, souvent, en général, c'est compliqué. En droit de l'environnement, au Québec, c'est très complexe. Ah oui? Oui. Comment qu'une personne pourrait... en fait, j'imagine que le monde pourrait venir vous solliciter, poser des questions, savoir si, justement, il y a un développement qui se passe, un développement immobilier qui se passe à quelque part. Ils vous contactent directement, dire
pour vous mettre au fait ou parce qu'ils se posent des questions, savoir si c'est légal ou... Alors justement, on s'est dit, c'est quoi le meilleur moyen pour nous de faire ça? Et on a mis en place vraiment 2 outils principaux. Un, c'est la ligne verte. Donc, n'importe qui, les citoyens, les élus, les fonctionnaires, les journalistes peuvent venir vers nous, nous poser des questions, surtout par courriel. Ils peuvent nous appeler et nous tentons de répondre du mieux qu'on peut pour expliquer les lois, expliquer le droit. Et ensuite, il y a aussi un autre outil qui s'appelle Obitaire. Donc ça, c'est sur notre site web, toute une section qui est une banque d'informations vulgarisées en droit de l'environnement. Donc, on peut aller apprendre sur comment fonctionnent les rouages des municipalités, si on veut utiliser ça pour protéger l'environnement, ou encore les questions de biodiversité, plein de sujets sur les changements climatiques, etc., etc. Donc, on s'est dit, il y a des questions qui reviennent souvent à la ligne verte. Ça serait intéressant de pouvoir simplement faire référence à ces pages web là, pour que les citoyens aient accès à cet outil directement. On parle beaucoup du citoyen, mais je pense que ce que j'en comprends, c'est que vous venez aider, sensibiliser toutes sortes de parties prenantes. Là. Ça peut aussi être les municipalités, les industries, commerces, institutions, dans une certaine mesure aussi. Donc là, vous visez très large dans votre niveau de vulgarisation puis à qui vous donnez de l'information aussi. Là. Tout à fait. Il n'y a personne qui est exclu. On refuse personne. Alors, c'est clair. Et je dirais que quand vous mentionnez les municipalités, pour nous, on voit vraiment leur rôle de premier plan, autant pour les changements climatiques, la biodiversité, et juste en général, quand les citoyens veulent s'impliquer, une citoyenne qui veut justement protéger l'environnement ou d'autres causes environnementales, sociales, le palier de gouvernement le plus proche des citoyens, c'est le palier municipal. C'est là où c'est le plus facile d'accéder à l'information en principe. C'est le plus facile d'aller avoir son rôle à jouer, de se faire entendre. Alors vraiment, on recommande fortement à tout le monde de s'abonner là, à sa municipalité, au conseil municipal, de s'informer puis de participer au maximum. C'est vrai, je pense que les Québécois, on a quand même un bon réflexe aussi de faire appel à notre municipalité quand ça touche l'environnement. Par exemple, la gestion des matières résiduelles, on va appeler le 3A1, les parcs, tout ça. Fait que c'est vrai que c'est, comme on pourrait dire, les intervenants de première ligne. Mais après ça, eux, est-ce qu'ils sont outillés aussi pour répondre à des questions en environnement ou justement de vous avoir, ça peut les aider à aller chercher cette expertise-là qui ont peut-être pas nécessairement, du moins peut-être pour les plus petites municipalités qui ont moins de moyens? Exactement, c'est la nuance que j'allais apporter, c'est que plus une municipalité a un nombre de population important, généralement, ça vient avec les ressources, donc ça vient avec des employés, des experts, etc. à l'interne. Souvent, une municipalité qui est peut-être plus petite, qui a peut-être moins de ressources, peut-être qu'elle a l'expertise, peut-être qu'elle a moins, même si elle a la volonté, elle veut bien faire, elle n'a pas nécessairement toutes les connaissances, donc justement, des ressources comme le CQDE, je trouve, a de plus en plus son utilité. Super. Puis, une autre question qu'on avait, Alexandre et moi, nous, les deux, on est très sensibilisés à les changements climatiques, puis comment est-ce que ça va transformer l'environnement dans les premières années. C'est une cause à laquelle on est très, très sensible. Puis on se demandait si vous avez vu peut-être comment je pourrais dire ça, plus d'intérêt envers votre organisation, où vous êtes plus sollicité maintenant que ces changements climatiques-là se manifestent davantage. Tout à fait. C'est certain qu'on le voit avec les années qui passent, de plus en plus de personnes qui se tournent vers nous. Et c'est vrai pour les changements climatiques comme pour plein d'autres enjeux. De plus en plus, la biodiversité attire l'attention de tous et toutes, avec raison, parce que les deux crises, donc climatiques et de perte de biodiversité, sont interreliées. L'un a un impact sur l'autre et vice-versa pour plein de raisons. Alors oui, on en voit de plus en plus et on sent, en tout cas je sens aussi que les citoyennes et les citoyens sont de plus en plus sophistiqués, ont une meilleure compréhension et sont vraiment mobilisés de façon plus organisée, se parlent entre eux, entre elles, et c'est vraiment ça qui fait toute la force. Croyez-vous que c'est en lien un peu avec en fait, l'accessibilité à l'information, entre autres en lien avec, on va dire, l'Internet, là, que le monde sont plus au fait, ils font plus de recherches en lien avec ça? L'information est peut-être un peu plus facilement disponible. Donc, je pense que cette démocratisation de l'information, c'est vraiment un phénomène qui a permis justement à monsieur, madame, tout le monde de jouer plus facilement son rôle. Après ça, il y a plein de différents facteurs qui peuvent rendre la chose
quand même difficile parce que on parle beaucoup de la mobilisation citoyenne, j'en parle beaucoup, mais honnêtement, c'est pas toujours facile parce qu'une personne, des fois, a ce temps et cette éducation aussi à la base pour pouvoir s'approprier ces informations-là, mais des fois, c'est moins possible. Alors justement, c'est la raison pour laquelle on s'efforce, nous, au CQDE, de vulgariser au maximum l'information pour que ça soit vraiment compréhensible par tout le monde et pas juste des personnes qui ont une formation en droit ou des personnes qui sont biologistes, qui ont une compréhension de l'environnement, etc. Organisez-vous parfois là, des conférences ou de votre fait, où vous êtes principalement invité à venir faire des conférences à un public, là? Les deux, je dirais, les deux. On est souvent invité, on dit souvent oui à toutes sortes de webinaires, conférences, présentations, dans les cours d'université, un peu partout, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Et aussi, de temps en temps, on a déjà organisé des tournées même de conférences. D'ailleurs, je pense à un rapport que nous avons produit sur l'éco-blanchiment climatique, donc cette pratique... Ça doit être très intéressant. Je pense que oui, en tout cas, c'est vraiment cette pratique qu'on appelle en anglais le greenwashing, où une entreprise va parler des attributs environnementaux de ses produits ou services, de ses activités, et peut le faire de façon, des fois, qui peut s'avérer fausse ou trompeuse. Donc, c'est quelque chose sur lequel on s'est beaucoup intéressé. On a publié un rapport important avec l'auteur principal, Julien Beaulieu. Et à la suite de ça, on s'est dit, bien, ça serait intéressant justement d'organiser un webinaire nous-mêmes pour que ça soit compris, tout ça. Et il y en a un autre, je pense, qui est peut-être dans les cartons sur des sujets qui pourraient intéresser les citoyens des municipalités ces temps-ci, qui est toute cette question de l'expropriation, un sujet assez délicat, qui est polarisant aussi un tout petit peu. Donc, on pense peut-être faire quelque chose là-dessus, peut-être organiser quelque chose pour expliquer tout ça, probablement d'ici la fin de l'été ou l'automne. Okay. D'ailleurs, pour l'éco-blanchiment, ça fait des années qu'on en parle. Moi, je me souviens, quand j'étais à l'école secondaire, on nous avait parlé de ça. Peut-être que c'était pas le même terme qu'on utilisait à l'époque, mais j'ai l'impression que ce sont des pratiques qui existent depuis plusieurs années, puis j'ai l'impression qu'on n'est peut-être pas en train de les faire cesser parfois, qu'il y a toujours des compagnies qui vont utiliser ces moyens-là pour vendre leurs produits ou faire de la pub sur leurs produits. Comment ça se fait qu'on est plusieurs années plus tard, puis encore aujourd'hui, ça reste une problématique? Où est-ce qu'on peut mettre nos actions pour faire cesser ces pratiques trompeuses-là? En fait, c'est vrai que c'est un phénomène qui est quand même assez vieux parce que déjà dans les années 80, je pense que le mot greenwashing vient justement d'une personne qui a remarqué que des hôtels s'évertuaient à dire « nous faisons une bonne chose pour l'environnement, aidez-nous à faire une bonne chose pour l'environnement en n'utilisant pas vos serviettes de façon à ce qu'on doive les laver à chaque fois. » Mais en fait, c'était pas nécessairement pour l'environnement, c'était peut-être plus pour économiser, en fait, pour les hôtels, parce que c'est des ressources, c'est de l'eau, etc. Donc, on voit que ces années-ci, ces jours-ci, plus le public est sensibilisé à l'environnement, plus les consommateurs, consommatrices veulent faire des choix responsables, plus il y a une pression sur les entreprises de bien faire. Et donc, les entreprises, c'est pas toujours qu'elles sont de mauvaise foi, c'est qu'elles disent « je veux répondre à ce besoin-là » et elles prennent des engagements. Et très souvent, ces engagements-là sont faits de façon, des fois, un peu rapide, un peu en pensant au côté marketing, sans nécessairement penser à la façon de faire qui est réellement profonde et sérieuse, parce que souvent, ça prend vraiment un changement dans la culture de l'entreprise au complet, puis dans sa chaîne d'approvisionnement, c'est profond, c'est coûteux aussi. C'est pas toutes les entreprises qui sont capables de prendre des engagements importants, et donc, elles communiquent là-dessus. Évidemment, il y a de tout, il y a du bon, il y a du moins bon, et donc, l'idée de répondre à ce phénomène-là, c'est, selon nous, de renforcer les lois. Pour nous, c'est vraiment le réflexe parce qu'en ce moment, dans la loi, dans les règlements, il n'y a pas de définition de l'éco-blanchiment. Il n'y a personne qui peut vous dire telle ou telle chose, c'en est pas légalement. Alors, ça serait intéressant d'en avoir une définition pour que tout le monde sache de quoi on parle, pour que les entreprises sachent. Vous pouvez, sur l'éco-blanchiment, alors, ce que je comprends, c'est comme c'est pas décrit dans la loi, vous ne pouvez pas aller faire une injonction ou quelconque procédure judiciaire.
Bien, on peut s'essayer, mais il y a quand même un flou, il y a un risque, parce qu'il n'y a pas il y a pas de loi ou règlement qui vient le définir, donc il n'y a pas de décision de tribunaux qui viennent dire ça, c'est de l'éco-blanchiment. Il y a des décisions qui vont peut-être dire ça, c'était faux ou trompeur comme information. Mais on n'a pas de ligne claire. Donc, pour les entreprises aussi, c'est déstabilisant. Elles-mêmes voudraient savoir où est-ce que je peux aller, qu'est-ce qui va être sanctionné, qu'est-ce qui va être permis. Donc, pour nous, c'est win-win, comme on dit en bon français. C'est gagnant-gagnant parce que les citoyens, les citoyennes qui veulent faire des choix responsables et les entreprises veulent savoir où se placer. Mais j'ai l'impression que parfois, les entreprises ne sont pas nécessairement malicieuses, sont peut-être juste seulement mal informées, puis vous me corrigerez là-dessus, mais tu sais, des fois, il y en a qui vont dire, ben moi, j'ai fait confiance à mon fournisseur m'a assuré que cette brosse à dents-là était écologique. Bon, je donne un exemple. Donc, est-ce qu'il y a aussi il y a des gens qui font de l'éco-blanchiment, on va dire aveuglément, sans savoir que ça n'en est réellement? C'est possible de le faire de bonne foi, tout à fait. Notre rôle à nous, le CQDE, c'est pas non plus pour taper sur les têtes des entreprises, c'est vraiment pour faire en sorte que tout le monde puisse jouer sur un pied d'égalité, pour que les entreprises qui s'investissent énormément, qui font tellement d'efforts pour pouvoir dire « je fais telle chose », bien, que sa voisine ne puisse pas venir dire la même chose, mais sans faire tous ces efforts-là. Donc, pour finalement qu'il y ait un peu plus d'équité entre elles. Puis, je vois un lien avec le sujet qu'on a parlé précédemment, qui est l'importance d'utiliser la sensibilisation, l'éducation puis l'information. Ça revient à ça. Tantôt, on en parlait pour la cause pour la biodiversité, mais là, je le vois ici pour l'éco-blanchiment, tu sais, pour créer des consommateurs peut-être plus avertis, mais il faut les informer. Personnellement, je suis abonnée au magazine Le Protégez-vous qui, justement, récemment a fait un dossier sur le bambou. C'est quoi les vertus écologiques du bambou? Est-ce que c'est vraiment écologique dans tous les cas? Bon, ça parlait un peu d'éco-blanchiment, puis j'avais trouvé ça super intéressant. Puis là, j'ai vu justement un effort de moi m'informer comme consommatrice pour justement faire des meilleurs choix. Mais j'ai trouvé ça essentiel. Mais en même temps, c'est pas tout le monde qui est abonné à ce magazine-là et qui va le voir passer. Mais êtes-vous d'accord avec moi que justement, faire des activités de sensibilisation va nous permettre de mieux protéger l'environnement? Alors, pour l'éco-blanchiment spécifiquement, c'est clair pour nous que les consommatrices, consommateurs ont besoin d'une information qui soit vraie, qui soit juste. Donc ça, c'est certainement un motif de nos travaux là-dessus. Mais plus généralement, il faut faire attention aussi parce que des industries ont réussi très habilement à nous faire porter le fardeau de la transition en disant vos choix de consommation, vous êtes responsables. C'est vrai, un tout petit peu en partie, mais il y a des études qui sortent justement récemment qui démontrent que même si tout le monde était, entre guillemets, parfait du côté écologique, on arriverait peut-être à peu près à 20% de ce qu'on a besoin de faire. Wow. Parce que le seul fait d'être né ou de vivre au Québec, déjà, on dépasse de loin ce que la planète est capable d'absorber comme façon de faire. Donc, vraiment, on a besoin de se tourner vers ces questions de s'organiser, s'informer pour la mobilisation, pour se tourner justement vers les paliers de gouvernement, que ce soit municipal ou autre, pour que ça soit plus structurel et pas juste des choix de consommation. Fait que quand on dit chaque petit geste compte, est-ce que c'est de la poudre aux yeux ou c'est vrai? Alors, chaque petit geste compte, c'est sûr, mais les petits gestes, s'il fallait faire un choix entre passer 1 heure à l'épicerie pour trouver est-ce que ce produit-là est mieux pour le climat ou les pesticides ou ci ou ça, c'est très complexe, c'est un fardeau lourd sur les citoyens. Un petit geste du côté de je vais aller écouter ce qui se passe au conseil municipal, je vais aller comprendre sur le site web du CQDE ce qui se passe au palier provincial ou fédéral et je vais en parler aux gens autour de moi. Est-ce que vous savez qu'il y a telle loi, tel projet, etc., etc. Je pense que ces petits gestes-là, même si à première vue, ils semblent intimidants, plus on le fait, plus on réalise que non seulement c'est possible, c'est même des fois facile et c'est agréable, c'est motivant. Mais, je ne sais pas si vous avez fini votre ligne de pensée, mais je retourne un peu sur la transmission de l'information. Là. Comme je vous ai dit, on s'est parlé un peu plus tôt, là, hors enregistrement. Là. Je travaille au ministère de la Justice, puis... vous n'avez pas un peu peur que, tu sais, un rapport, ça se contredit. Hein? Je le vois régulièrement au travail. Là. Il peut y avoir un rapport qui est fait
par excusez-moi, le CQDE et une entreprise qui décide de faire un autre rapport, mais qui vient contredire ce que vous dites. Comment qu'un citoyen pourrait venir s'assurer quel rapport est le vrai, lequel est le bon? C'est parce que même au travail, moi, j'ai regardé les deux rapports, puis des fois, je suis comme, OK, mais je comprends lui, alors je suis indécis entre les deux. Je lève mon chapeau à ceux qui décident au final, là, mais quand même, des fois, c'est comme, les deux ont pratiquement raison. Alors, comment qu'on peut faire pour différencier les deux, là? Oui, c'est une bonne question. Et il n'y a pas vraiment nécessairement une réponse facile à celle-là, mais je dirais que à partir du moment où on comprend ce qu'on cherche, on comprend comment un décideur comme un juge ou une juge va devoir prendre sa décision, sur quoi ces personnes-là doivent se baser pour rendre leur décision, on est plus capable, on est davantage capable d'aller avec un œil différent, chercher qu'est-ce qui est dans ce rapport-là qui est important, qui est utile pour moi. Alors, quand on compare, par exemple, deux documents, ils ne sont pas nécessairement toujours en train de parler d'exactement la même chose. Donc, il y a peut-être des nuances qu'on peut faire de ce côté-là. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que ça prend nécessairement des experts. À partir du moment où on parle de quelque chose de scientifique, c'est clair que, par exemple, moi, j'ai beau être avocat puis comprendre les lois, c'est sûr que je ne peux pas m'y retrouver en matière de RENET ou de climat ou d'énergie ou toutes sortes de choses. Donc, on a besoin, nous aussi, d'experts et on doit se fier sur eux. Donc, c'est de trouver les bons experts, de s'assurer qu'ils soient indépendants, qu'ils soient compétents dans leur domaine. Et après ça, il y a aussi un certain lâcher-prise. On peut chacune faire seulement ce qu'on est capable de faire. Il faut se pardonner aussi de ne pas être parfait. Je vais me coucher plus détendue ce soir en sachant ça. Merci beaucoup. Une autre chose que je trouve super intéressante dans le droit de l'environnement, c'est qu'il y a quand même des causes qui sont plus, on va dire, entre guillemets, sexy que d'autres. Hein? Défendre une baleine ou un groupe de baleines qui sont adorables, c'est plus facile à faire passer peut-être dans les médias, mais il y a d'autres causes où là, on n'a pas cet aspect-là tangible de ces millions de ça. Tu sais, protéger l'eau. Pardon? Une grenouille. Elle est très mignonne, hein, la rainette. Mais, par exemple, la gestion de l'eau, tu sais, c'est un peu comme pas une cause invisible, mais qui n'est pas nécessairement mignonne ou qui va nous chercher dans les sentiments. C'est abondant. On ne pense pas qu'on doit nécessairement s'attarder à ce sujet-là. Donc, est-ce que vous voyez une complexité à faire cheminer des dossiers qui sont peut-être pas sexy, entre guillemets? Mais justement, encore une fois, l'expertise des gens qui nous entourent devient tellement importante et c'est pas juste des expertises scientifiques, c'est aussi des expertises en communication. Par exemple, chez nous, notre directrice des communications, Sophie Thury, est très habile pour nous aider à prendre notre langage juridique, qui est vraiment un jargon qui n'est pas évident, qui peut être assez opaque, pour le transformer, le vulgariser pour que ça soit compréhensible. Alors, justement, sur la question de l'eau, la gestion de l'eau, ce qu'on a vu dans les dernières années, c'était qu'il y avait vraiment un secret important sur l'utilisation de l'eau au Québec. Alors, les industries, notamment, prenaient des quantités quand même très importantes d'eau, mais quand les citoyens demandaient, ou les organismes environnementaux demandaient combien est prise ou pour en faire quoi, cette information était refusée. C'était refusé au nom du secret commercial. Pour nous, ça n'avait pas de bon sens du tout parce que l'eau appartient à toutes et tous. C'est décrit dans la loi déjà, c'est dans le patrimoine commun de la nation du Québec. En tout cas, je déforme les mots, mais c'est vraiment reconnu là, que c'est ce qu'on appelle une chose commune en droit. C'est un bien commun, autrement dit. Donc, pour nous, c'était un non-sens. On a vraiment utilisé tous nos 3 axes d'intervention. On est allé devant le tribunal, on a demandé de changer le cadre réglementaire et on a mobilisé aussi les citoyennes et les municipalités. Et finalement, il y a un projet de loi qui est sorti assez récemment et 2 projets de règlement qui, en principe, devraient enfin faire en sorte qu'on puisse avoir accès à ces informations-là. Donc, on est même passé en commission parlementaire pour présenter nos recommandations là-dessus et on a bon espoir que dès le début de l'année prochaine, 1er janvier 2024, on devrait enfin savoir un peu plus sur l'eau et comment elle est utilisée au Québec. C'est ça, avec les causes, on va dire juridiques, là, c'est toujours très long. Hein? Donc, des fois, on commence à s'intéresser à une problématique, mais il faut attendre plusieurs années avant d'avoir un dévouement. Tu sais, comment vous faites pour conserver votre motivation à travailler sur ces dossiers-là qui s'échelonnent sur plusieurs années?
Ça en prend de la motivation et Oui. de la patience aussi, et quasiment de l'acharnement, je dirais. Ah ouais. Parce que c'est des causes qui sont longues. C'est pour des citoyens, ça peut être même essoufflant. C'est un réel phénomène qu'on voit, l'essoufflement des bénévoles. Mais aussi, du côté des organismes comme le nôtre, ça veut dire vraiment un engagement sur le long terme. Ça veut dire qu'on ne va pas juste faire une action à un moment donné, mais on va se donner une orientation sur un paquet de sujets et on va dire c'est vers là qu'on s'en va et c'est de continuer à travailler. Quand même, le CQDA existe depuis presque 35 ans. On ne l'a pas réglé, la question climatique. C'est sûr qu'on est au Québec aussi, il faut garder les choses en perspective, mais on continue à travailler en réseau aussi avec d'autres organismes pour éventuellement avoir des gains ici et là qui, on veut, pérennes. Ouais, alors, vous avez fait votre barreau, vous avez fait vos études en droit et ainsi de suite, par la suite le barreau. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez eu, on va dire, le déclic là, pour aller justement au CQDE? Je vais finir par m'en souvenir. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous vous êtes dit, je vais aller là, c'est décidé? Alors, j'ai eu un début de carrière un peu plus traditionnel, entre guillemets. Donc, j'ai fait un peu de droit de la famille, j'ai fait du droit civil commercial, j'ai travaillé pour un ordre professionnel aussi, un milieu un tout petit peu plus conservateur, si je peux me permettre de le dire ainsi. Mais finalement, pour être heureux, j'ai constaté que ça me prenait quelque chose qui rejoignait mes valeurs. Pour moi, c'était l'environnement, mes valeurs. C'était clair. À part l'environnement, il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres choses qui m'animent autant. Alors, quand j'ai vu cette opportunité de travailler au CQDE pour protéger l'environnement, pour utiliser le droit pour protéger l'environnement, c'était comme tomber du ciel, c'était un rêve pour moi et même maintenant, après plusieurs années, je suis toujours en lune de miel, j'adore mon travail, je m'amuse au travail, alors c'est vraiment, c'était un no-brainer en bon français pour moi. Mais ça en dit long sur l'importance qu'ont vos valeurs, justement, dans votre cadre professionnel. Puis j'imagine que vos autres collègues, avocats et autres qui gravitent autour de vous, sont des gens, justement, qui placent l'environnement au centre de leurs valeurs. Parce que, je veux dire, des opportunités en droit, il y en a partout, hein. À fort salaire aussi, un peu partout. Des fois, il faut piler sur nos valeurs aussi pour avoir accès à peut-être ces opportunités-là, mais dans le cadre du CQDA, c'est très noble, en fait, de travailler là puis de se donner corps et âme sur plusieurs années, comme on vient de le comprendre, pour une cause qui vous tient à cœur. Bien, en tout cas, je peux parler pour moi quand je dis que je me considère chanceux d'avoir le travail que j'ai. À un moment donné, dans la vie, il y a une priorisation qui peut être faite entre les différentes valeurs et aller travailler dans un endroit où il y a beaucoup peut-être de prestige ou de conditions intéressantes, ça peut nous mener jusqu'à un certain point, mais après, en tout cas pour moi, il y a un plafond que j'ai constaté en termes de bonheur, en termes de contentement dans ma vie. Donc, pour moi, c'était évident qu'il fallait que je fasse quelque chose qui était plus au diapason. Et je pense que c'est le cas aussi pour beaucoup d'autres personnes que je vois autour de moi. En droit de l'environnement, il y en a des opportunités, il y en a pas mal, mais il n'y en a pas tant pour la stricte protection de l'environnement. Alors, quand je dis que je me considère chanceux, c'est parce que justement, j'ai un des seuls quelques postes, je pense, au Québec où on est capable de faire à la fois la protection de l'environnement, strictement parlant, et le droit en même temps. Vos bureaux, vous, sont à Montréal. Ou vous n'avez ailleurs aussi, là, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a un organisme semblable, comme moi, par exemple, je suis à Québec, est-ce qu'il y a un organisme semblable à la vôtre situé à Québec, où le monde fait, à travers la province, communique avec vous, puis vous vous déplacez? Alors, oui, nos bureaux sont situés à Montréal, mais pour nous, c'est très, très important d'avoir vraiment nos antennes un peu partout dans la province parce qu'on dessert l'ensemble de la province, donc tout le territoire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons des employés qui, eux, elles, ne sont pas basés à Montréal, donc en télétravail la plupart du temps. Et c'est pas
nous ne voyons pas ça comme une contrainte qu'il faut composer avec. Au contraire, nous voyons ça comme une force pour s'assurer que nous soyons connectés aux gens partout sur le territoire. On a eu un employé qui était basé en Abitibi-Témiscamingue. Nous avons en ce moment un employé qui est situé près de Mont-Laurier, une autre dans la région de Sherbrooke. On a eu un stagiaire qui était situé à Chicoutimi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, l'ensemble des régions du Québec, évidemment, ont leurs propres enjeux environnementaux, leurs propres préoccupations sociales et autres. Donc, on ne peut pas juste imposer une vision qui vient de Montréal un peu partout dans la province, évidemment. Donc, pour nous, c'est vraiment une force. Oui, il faut dire que l'environnement n'a pas de frontières. Hein? Je veux dire, les problématiques environnementales peuvent survenir à plusieurs endroits. Par exemple, pour ce qui est de la gestion de l'eau, ben, ça concerne l'ensemble de la province. Donc, je vois que vous faites un travail colossal, puis j'essaie de comprendre un peu c'est quoi la différence entre votre centre puis un cabinet d'avocats qui s'intéresserait aux droits de environnemental puis qui pourrait défendre certaines causes. Qu'est-ce qui vous différencie? Alors, les cabinets d'avocats qui font du droit de l'environnement, souvent, leur clientèle, ce sont des entreprises de différentes tailles. Et ces entreprises-là, souvent, leurs activités vont avoir divers impacts sur l'environnement. Donc, il y a des enjeux de conformité. Les avocats, les avocates leur fournissent des conseils pour savoir comment s'assurer de respecter les lois et les règlements. Des fois aussi, il y a ce qu'on appelle du plaidoyer ou peut-être même du lobbyisme à l'occasion pour que les règles en place soient les plus bénéficient aux entreprises le plus possible. Et donc, vous voyez déjà, je pense que ça se démarque un peu de notre travail. En fait, notre travail se démarque parce que nous ne sommes pas beaucoup, nous ne sommes pas plusieurs de notre côté. J'aime pas trop parler de côté, mais c'est clair qu'en droit de l'environnement, il y a beaucoup de types de travail, mais le CQDA, je dirais, est assez unique au Québec. Oui, c'est ça, parce que, évidemment, avec les cabinets d'avocats, il y a un client au bout. On dirait que comment je vois votre travail, c'est que votre client, c'est l'environnement. Tout à fait. C'est un peu quétaine, mais c'est la planète Terre, mon background, là, mon fond d'écran sur mon ordinateur, parce que ça me rappelle tous les jours que, oui, je travaille avec des gens, mais je travaille pour l'environnement. C'est comme ça que je le vois. Oui, c'est comme ça que vous vous différenciez. Est-ce qu'une entreprise pourrait vous contacter parce que vous êtes quand même... Ben, vous êtes avocat, là, oui. Mais est-ce que... Attendez, là, je cherche à formuler ma phrase. Là. Est-ce qu'une entreprise pourrait vous contacter pour que vous les représentiez? Ou non, c'est pas ça peut pas arriver parce que justement, votre client fort, c'est l'environnement. Bien, souvent, une entreprise va être mieux servie avec d'autres types de juristes parce qu'elle va chercher à s'assurer que ses activités soient profitables, soient les plus profitables possibles pour qu'elle ait le plus de liberté, de marge de manœuvre. Et je comprends ça très bien, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Donc, on va des fois leur fournir des références vers d'autres personnes qui vont être capables de fournir ce genre de service-là. Nous, au CQDA, on veut vraiment une protection de l'environnement. C'est le cœur de notre mission, c'est dans nos valeurs. Donc, si une entreprise vient vers nous puis on lui dit, bien, vous devriez faire X, Y, Z, mais elle va se dire, c'est pas nécessairement ça que je veux faire. Donc, c'est la raison pour laquelle on agit de cette façon-là en fournissant des références. Mais des fois, il y a des entreprises qui veulent bien faire, qui veulent, par exemple, être utiles pour des enjeux, ça peut être de gestion de l'eau ou des projets réellement bénéfiques pour l'environnement. Et dans ces cas-là, c'est certain que nous allons fournir à elles comme à toute autre personne toute information qu'on est capable de fournir. Pourriez-vous devenir, là je me souviens plus du nom en latin, là, mais ce qu'on appelle un ami de la cour? C'est quelque chose que nous faisons souvent. Des interventions, bien souvent, c'est relatif, mais des interventions volontaires devant les tribunaux où il y a déjà un débat entre des parties privées ou entre une partie et le gouvernement, par exemple, et le CQDA va intervenir, va demander souvent la permission au tribunal pour qu'on puisse intervenir. Et c'est toujours accordé jusqu'à présent, là, dans les années que je suis là. Donc, c'est pour justement faire valoir une voix citoyenne, une voix environnementale, pour s'assurer que les processus de participation du public, l'accès à l'information pour le public soient les plus grands possibles. Donc, c'est quelque chose qu'on aime faire aussi, que j'aime faire.
Donc, j'imagine que vous profitez aussi des occasions pour être présent, par exemple, en commission parlementaire, que ce soit au niveau provincial, fédéral, des dépôts de mémoire sur des réglementations en cours. J'imagine que ça fait partie de vos mandats aussi. Tout à fait. C'est un de nos axes d'intervention les plus importants parce que à partir du moment où le cadre est déjà défini, après, c'est dans ce carré de sable qu'on est en train de jouer. Donc, les limites de ce carré-là, c'est justement quelles lois, quels règlements sont adoptés. Donc, quand il y a des projets de loi, des projets de règlement qui sont déposés, qui touchent à l'environnement, on va les analyser, on va soumettre des commentaires, des mémoires. On va être assez souvent invité en commission parlementaire à l'Assemblée nationale sur vraiment des lois environnementales et faire des recommandations pour s'assurer que ce soit un cadre qui protège le plus possible l'environnement et les citoyens. Oui, puis j'avais vraiment hâte de vous entendre sur un sujet qu'on a vu beaucoup dans l'actualité dans les dernières années, qui concerne les jeunes. Parce qu'Alexandre et moi, dans le cadre de nos fonctions au syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, on représente les intérêts des jeunes. Et puis, les jeunes de 18-35 ans sont allés devant les tribunaux en 2018 pour faire une demande d'action collective pour avoir droit à un environnement sain. C'était initié par l'organisme Environnement Jeunesse. Et ça, c'est quasiment du jamais vu, là, si je ne me trompe pas, d'aller devant les tribunaux pour une aussi grande, on pourrait dire, l'enjeu environnemental au complet, là. C'est super intéressant. C'est ce qu'on appelle les recours climatiques. Celui d'enjeu, c'est Environnement Jeunesse, enjeu pour les intimes. C'était un dossier qu'on a suivi de près. C'est tellement important comme type de recours, les recours climatiques. On en a vu un peu partout dans le monde et de plus en plus. Il y en a vraiment des milliers, je pense, maintenant. Il y a eu une décision en Hollande, en fait, qui est montée jusqu'à la Cour suprême et les écolos ont gagné. Alors, c'est vrai? Yes! C'est ce qui a fait en sorte que dans beaucoup d'autres juridictions aux États-Unis, au Canada et ailleurs, on s'est inspiré de ça pour justement tenter de reproduire le même phénomène pour que le tribunal force l'État à prendre des actions concrètes pour l'action climatique, en fait. Et même si le recours d'enjeu, c'était pas la victoire qui était souhaitée à 100%, il y avait quand même des éléments très intéressants dans la décision qui venaient dire, oui, c'est le genre de dossier dont les tribunaux peuvent se saisir. Oui, on pourrait rendre des décisions sur justement les questions de droits fondamentaux, parce que c'est ce qui était plaidé dans ce dossier-là. C'était que l'inaction climatique de l'État porte atteinte aux droits fondamentaux, droit à la vie, droit à la sécurité, etc., d'un groupe de personnes. Ça peut être, par exemple, justement, les jeunes de 18 à 35 ans, ça peut être d'autres groupes, ça peut être les aînés, ça peut être des groupes autochtones aussi, évidemment. Donc, ces recours-là ont toute leur place dans le droit de l'environnement. Oui, puis c'était vraiment un cri du cœur là, de la part des jeunes. C'est qu'à un moment donné, on essaie on essaie par tous les moyens d'avoir un impact sur l'environnement, mais on se sent impuissant quand les gouvernements qui sont élus font pas tout en leur pouvoir pour le protéger. Nous, d'un côté personnel ou professionnel, on va le faire. Donc, j'ai l'impression que c'était vraiment un cri du cœur des jeunes de saisir les tribunaux pour parler de cette question-là. Et c'est un cri du cœur qui est tellement difficile à porter et qui est tellement, qui doit être tellement structuré et articulé pour se rendre jusque devant le tribunal et plaider une cause comme celle-là. C'est vraiment une tâche qui n'est pas mince. C'est énormément de travail. Donc, chapeau aux avocates, aux avocats qui plaident ce genre de recours-là, que ce soit le bureau qui représentait Enjeu ou d'autres bureaux au Canada, aux États-Unis, partout dans le monde, qui font ça. C'est vraiment un travail qui n'est pas simple, qui est souvent rémunéré très différemment de d'autres travaux d'avocats. Donc, c'est vraiment très honorable, je trouve. Comment une personne, un citoyen, peut vous aider dans vos démarches? On peut devenir membre du CQDA, on peut faire des dons au CQDA, on peut se porter bénévole, on peut simplement venir nous voir dans nos activités, nos 5 à 7, etc. C'est vraiment très précieux toute l'aide qu'on reçoit à chaque année de l'ensemble des membres, des donateurs, des personnes qui travaillent avec nous. On a aussi un comité juridique pour les personnes qui ont vraiment une formation en droit qui voudraient s'impliquer.
Donc, c'est très, très central à ce qu'on fait, ce réseau de personnes qui nous aident. Est-ce que vous prenez aussi des stagiaires ou des jeunes avocats sous votre aile, justement, pour les aider à cheminer dans leur carrière au niveau du droit de l'environnement? D'ailleurs, oui, c'est même une partie essentielle de notre mission, c'est la relève, c'est former la relève. Donc, à chaque session, nous avons la clinique juridique qui, en fait, ce sont des stagiaires universitaires qui viennent à peu près un jour par semaine. Je dis viennent, mais des fois c'est à nos bureaux, des fois c'est à distance selon le cas. Et on s'assure que ce soit des mandats, des dossiers intéressants pour ces personnes-là. C'est encadré de façon structurée. Et nous avons aussi les stages du barreau. Donc, c'est les stages de formation professionnelle pour devenir avocat ou notaire. Donc, nous pouvons aussi accueillir et nous accueillons à peu près 1 ou 2 personnes par année pour le stage. Donc, c'est vraiment comme ça que nous voyons la formation de la relève en droit de l'environnement pour que l'avenir soit plein de juristes qui sont sensibilisés et bien renseignés sur ces questions environnementales. Je reviens sur ce que vous avez dit tantôt là, concernant les 5 à 7. Là. J'aime beaucoup les 5 à 7, là. Mais je voulais savoir, en fait, si comme vos 5 à 7, est-ce qu'ils se font principalement à Montréal ou en fait, parce que en fait, le SFPQ, c'est à travers la province du Québec. Alors, nous avons autant du monde à Matane, à l'île-de-Madeleine, Chibougamau, et ainsi de suite. Alors, est-ce que ce genre d'activité-là, on va dire, pour le réseautage, est fait ailleurs qu'à Montréal ou c'est vraiment comme principalement ici, là? Alors, pour se déplacer carrément dans les régions, à part nos employés qui y sont déjà, ça nous arrive aussi de faire des tournées. Donc, il y en avait une en 2018, si je me souviens bien, où il y avait un livre publié par Jean Barry, un avocat maintenant retraité, qui concerne le droit citoyen. Donc, comment les citoyens peuvent comprendre et utiliser le droit pour protéger l'environnement. Et depuis, on a eu aussi en 2019 une tournée en Abitibi et au Saguenay pour parler du projet controversé Gazoduc GNL Québec. Et on en aura peut-être une autre qui s'en vient cette année déjà. Donc, c'est comme ça, peut-être moins avec des 5 à 7, un peu plus avec des formations, des conférences, qu'on se déplace, qu'on sera en région pour être vraiment en contact avec un peu tout le monde. En terminant, c'est quoi le meilleur moyen de suivre vos dossiers ou même d'y contribuer d'une certaine façon? C'est sûr qu'en s'abonnant à notre infolettre, vous avez vraiment l'essentiel de ce sur quoi nous travaillons, les avancées, les défis. Donc, s'abonner à notre infolettre, c'est assez facile. C'est fait. Super. Sinon, on peut aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux. Alors, c'est clair qu'on est assez actif, surtout depuis qu'on a des personnes dans les postes de communication. Ce n'était pas toujours le cas. Maintenant, c'est vraiment très actif. Donc, suivez-nous. Super. Merci beaucoup pour votre temps, Maître Buchey. C'était super intéressant. Puis, on vous suit sur les réseaux sociaux à travers votre infolette aussi. Merci à vous. C'était un plaisir. Merci d'être venu.